Donc, s'il n'y a pas de questions sur ces différents points, je propose que nous passions à la séance proprement dite. Alors, vous vous souvenez qu'il y a un mois, nous avons rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Et aujourd'hui, avec la même émotion, nous sommes très honorés d'accueillir le patron du SAMU de Paris, le professeur Pierre Carli, qui va nous faire un rapport sur ce qui s'est passé au niveau de la prise en charge médicale immédiate et secondaire pour toutes ces nombreuses victimes. C'est donc avec une vraie émotion que nous sommes honorés de l'accueillir. Et c'est Michel Germain qui va présenter. Le temps que Michel Germain arrive, je voudrais que vous transmettiez à tous les personnels qui sont intervenus, directement ou indirectement, sur place ou à distance, nos encouragements, nos félicitations et les hommages que nous leur transmettons. Ça va. Monsieur le Président, chers collègues, l'Académie de chirurgie est heureuse de rendre hommage au SAMU de Paris pour son action quotidienne considérable, mais surtout pour les attentats de novembre 2015. Permettez-moi de présenter nos invités, le professeur Pierre Carli, chef du département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades, directeur médical du SAMU de Paris, président du CNUH, Comité national des urgences hospitalières, et membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, et le docteur Suzanne Tartière, anesthésiste réanimateur, chargée du développement médico-social du SAMU de Paris. Elle nous aide énormément, considérablement, pour organiser les premiers secours dans les différentes académies, chirurgie, médecine et vétérinaire. Merci, Monsieur le Président. Merci Michel. Donc Monsieur Pierre Carli, si vous voulez venir faire votre présentation, qui sera soumise à discussion. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais effectivement revenir, dès que la présentation s'affichera, sur la soirée et la nuit du vendredi 13 novembre. Comme vous le savez, les premiers rapports de cette soirée commencent à être publiés. Ils l'ont été rapidement parce que la demande d'information est énorme de la part de nos collègues des autres capitales qui sont, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis, exactement sous le même type de menaces. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de revenir rapidement sur la chronologie et vous montrer quelle est l'organisation qui apparaît derrière ces faits que vous avez tous vus sur des écrans de télévision, dans les journaux, avec des photographies. Il y avait la place pour beaucoup d'organisations et cet événement était un événement qui malheureusement était prévisible. Le vendredi 13 novembre, vous le savez donc, vers 21h, 21h20, 3 kamikazes s'approchent du Stade de France et vont provoquer un certain nombre d'explosions. Parallèlement, une seconde équipe dans la capitale, puis une troisième équipe, vont déclencher des fusillades, des prises d'otages et ensuite quelques autres explosions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès le vendredi 13, il n'y a pas de doute dans les minutes qui suivent les premiers coups de téléphone sur le fait qu'il s'agit là de l'attentat terroriste que nous craignons et deux événements graves simultanés en deux endroits différents de notre région ne laissent aucun doute quant au fait qu'un événement multisite se produit et que d'autre part, il a pour volonté de tuer et de nuire au maximum. Cette circonstance a été répétée. Elle a été surtout l'objet d'une réflexion, car les terroristes qui provoquent ce type d'événement savent très bien comment nous sommes organisés. Et le sujet, c'est que s'il y a un événement grave quelque part, eh bien, toutes les équipes de secours vont s'y précipiter. Raison de plus pour les y attendre. Ou encore, si on va tous au même endroit, qui ira ailleurs? De ce fait, il existe une répartition tout à fait claire de Paris en zone pour pouvoir intervenir simultanément avec des moyens bien répartis sur tous les sites qui pourraient apparaître. Vous comprenez que ceci n'est pas simple, parce que vous ne savez pas combien il y aura de sites et où ils seront. Cette stratégie a été surnommée par mes adjoints à la suite d'une discussion que nous avions eue dans les années 2005 déjà, nous préparons depuis longtemps ce type d'événement, la stratégie du camembert. Vous allez comprendre pourquoi. Eh bien parce qu'elle consiste à couper Paris en portions, et quels que soient les événements que nous rencontrions, de gérer ces portions en y conservant des moyens,
des moyens pour intervenir sur plusieurs sites, des hôpitaux pour prendre en charge très rapidement ces patients, nous verrons les contraintes que cela impose, mais aussi pour garder des moyens en réserve, car nous ne savons pas où la situation peut aller et jusqu'à quel point elle peut empirer. Le premier événement est donc celui du Stade de France. Et l'application de ce plan conduit au fait que les équipes de Paris, qui sont les plus nombreuses, ne sont pas allées au Stade de France. Et à partir du moment où au Stade de France il y avait une explosion et en même temps autre chose ailleurs, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs événements. Le Stade de France est donc le secteur nord de ce découpage en camembert. Le SAMU 93 y enverra ses équipes. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a un plan de renfort très précis qui conduit aux équipes de la grande banlieue, grande couronne, de la petite couronne, de se rapprocher de Paris progressivement et de se répartir sur tous les endroits où il pourrait être nécessaire d'intervenir. Le Stade de France conduira à 5 urgences absolues, urgences relatives. Vous n'êtes pas familiarisé avec ce terme que tout le monde employait, c'est un terme de tri médico-chirurgical binaire, urgence grave ou urgence pas grave. Il y aura aussi une bousculade dans le Stade de France dont on a peu parlé, mais là encore, le potentiel évolutif du Stade de France était majeur, et on peut le dire actuellement, vraisemblablement, le Stade de France est un attentat raté. Et si des décisions au plus haut niveau de l'État avaient été prises sur évacuer ce stade parce qu'il y a un attentat, nous aurions probablement aujourd'hui un bilan extrêmement lourd au Stade de France. Et vous le voyez, malgré la gravité des faits, il reste limité. Dans Paris, donc cette fois-ci dans une autre portion d'activité, eh bien, les sites de fusillade se sont situés, comme vous l'avez vu sur la carte, dans la portion est de la capitale. Vous avez tous vu les différents sites, vous en avez entendu parler. Je vais venir simplement ici sur médicalement, qu'est-ce qu'on y a fait et comment on s'est organisé en fonction de leur spécificité géographique et des risques et des victimes que nous y avons trouvées. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que les blessés par balle nécessitent une prise en charge chirurgicale que vous connaissez, qui est spécifique, mais aussi une prise en charge sur le terrain qui l'est tout autant. Lorsque on a à faire face à un blessé qui saigne, il est important de limiter les saignements extériorisés, et les garrots de type militaire, maintenant utilisés par les civils, font partie de notre dotation de matériel. Pour la réanimation, la pression artérielle est considérée avec beaucoup de permissivité. 8 de tension, c'est bien. Tant que vous êtes conscient, vous avez suffisamment de tension. On injecte de l'acide oxamique, on prévient l'hypothermie pour éviter le cercle vicieux hypothermie, hypotension, acidose, trouble de coagulation, qui, vous le savez, est une triade mortelle chez ces blessés. La prise en charge respiratoire est limitée. L'intubation et la ventilation artificielle sont réservées aux patients les plus graves, c'est-à-dire souvent mourants. Pour les autres, le coût hémodynamique est trop important. Et enfin, l'analgésie est limitée. Il est d'ailleurs étonnant de noter que beaucoup des blessés que nous avons pris en charge n'avaient pas mal au départ. Ceci nécessite une grande rigueur et une grande efficacité. Je vous ai mis des photos qui ne sont pas le fait du SAMU, c'est des photos qu'on trouve sur Internet malheureusement. Mais voilà la victime typique de cette soirée. C'est un monsieur qui est blessé à la poitrine, comme vous le voyez, blessé aux jambes, dont la conscience est en train de chuter. Il va donc être rempli de façon à augmenter la pression artérielle jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Et il va être dirigé sur l'hôpital dans des délais qui sont extrêmement brefs, mais par un parcours de soins précis qui lui permettra d'arriver au bloc opératoire en moins de 60 minutes pour une chirurgie d'hémostase qui sera la seule façon de lui sauver la vie. De très nombreux blessés étaient morts sur place, bien entendu. Les impacts multiples sur le crâne et sur le thorax avec des balles de guerre ne laissent pas de place à la survie. Par contre, il y avait des survivants accessibles au traitement. Plaies thoraciques, transfixiantes, soufflantes, souvent sans détresse respiratoire, malgré l'énormité de la plaie, avec des lésions des membres inférieurs, hémorragiques mais accessibles au garrot, et bien entendu des lésions abdominales et des impacts multiples de balles dans l'abdomen. Le lien entre le secours et les soins à ce moment-là est important parce que c'est le moyen de gagner du temps, de l'efficacité et surtout de ne pas induire par le traitement d'autres complications que celles que déjà le traumatisme très grave a provoquées. Je vais maintenant, pendant quelques instants, vous parler de la réalité du terrain et de la géographie de l'endroit où ça se passe. Comme vous le savez, les endroits où il y a eu la fusillade dans Paris, dans le 10e et dans le 11e arrondissement, ne sont pas des endroits anodins du tout. Ce sont des endroits où il y a beaucoup de densité médicale. Par exemple, ici, vous êtes sur le site de la rue Bichat.
regardez où est l'hôpital Saint-Louis. C'est le mur d'à côté, même si l'entrée est sur le côté. Et donc, voici à la soirée, le restaurant qui est ici, voilà l'hôpital Saint-Louis, voilà l'entrée de l'hôpital Saint-Louis. C'est tout à fait étonnant, parce que cela veut dire que, finalement, on est contre l'hôpital. Et ceci va expliquer qu'un certain nombre de victimes, soit spontanément, en marchant, si elles pouvaient encore marcher, portées par des témoins, ou même amenées par nous au cours de la nuit, iront dans des hôpitaux qui étaient très proches de l'endroit où elles ont été blessées. Ceci est vrai aussi pour l'hôpital Saint-Antoine. Vous voyez ici la rue de Charonne. L'hôpital Saint-Antoine est une petite centaine de mètres plus bas. Et vous avez ici un point vert qui est important, c'est une caserne de pompiers qu'on va utiliser pour y mettre à l'abri des personnes qui étaient dans la rue, mais qui n'ont pas été blessées, qui par contre étaient totalement perdues dans un tel contexte. Et vous le voyez, l'hôpital Saint-Antoine est là, la caserne est juste en face, et voilà la rue de Charonne pendant cette nuit-là. J'ai personnellement été rue Bichard, rue de Charonne, au Bataclan, j'ai donc vu l'ambiance qu'il y avait sur le terrain ce soir-là de très près, et sur la prise en charge des victimes. Ceci n'a aucun rapport avec ce que nous faisons tous les jours dans la capitale, y compris les jours où il y a les interventions les plus dures. Il y avait d'abord beaucoup de patients qui étaient déjà morts sur le terrain, et beaucoup de patients donc qui étaient laissés sur place parce que l'identité judiciaire doit agir très rapidement après nous, donc il n'était pas question de les bouger. Mais vous le voyez, c'est quand même très surprenant. Et tout au long de cette soirée, il y a eu beaucoup de patients qui se sont cachés parce qu'ils avaient peur, ils ne savaient pas si c'était terminé. Et on verra que c'est un point important puisqu'on a trouvé même tardivement des victimes, voire même parmi les gens qui s'étaient enfuis, des gens qui ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient été blessés par balle et qui s'en aperçoivent quelques heures après, lorsque la douleur s'installe. Nous avons aussi été confrontés au fait que pour la première fois dans la capitale, nous n'étions pas libres de nos mouvements. Généralement à Paris, même quand il y a une prise d'otage dans une bijouterie, il y a peut-être 2 rues de bloquées ou 3 rues de bloquées. Des quartiers entiers de Paris étaient impossibles à la circulation avec de vraies zones de tir. Et voilà le véhicule, par exemple, où j'étais cette soirée. Vous voyez que vous arrivez à un carrefour et que le carrefour non seulement est bloqué, mais juste en face, il y a le Bataclan et devant, les forces de police sont en train de donner l'assaut, appuyés par des militaires. Donc bien souvent, les équipes du SAMU et les équipes des pompiers de Paris, avec lesquelles nous travaillons en grande synergie dans ces circonstances, étaient à l'abri derrière des véhicules et protégés par l'armée et les forces de police. Je vais revenir ici sur le site du Bataclan, parce qu'il est très différent des fusillades. Fusillades, c'est à l'air libre, c'est des endroits où on peut prendre rapidement en charge les victimes, les évacuer vers l'hôpital et mettre en place la stratégie du damage control, aussi bien préhospitalière que lors de l'arrivée à l'hôpital, assez rapidement. Ce n'est pas le cas au Bataclan. Au Bataclan, comme vous le voyez, vous avez ici le boulevard Voltaire, vous avez le théâtre du Bataclan, puis vous avez plusieurs rues derrière. Et tout ce quartier était l'objet de tirs dans la rue. Il y avait des terroristes sur les toits. Il y avait aussi de très nombreuses interventions de police et des victimes qui s'étaient enfuies pour sauver leur vie, certaines étant à ce moment-là mortes dans la rue après avoir marché quelques pas avec des blessés très graves. La fusillade du Bataclan a conduit à devoir extraire de nombreuses victimes d'un endroit où il continuait à y avoir des combats, ce qui n'est pas du tout ce que nous sommes habilités à faire. Et ça a été fait par des médecins du RAID et de la BRI, donc des médecins de la police, qui sont protégés, et qui ont essayé, autant qu'ils le pouvaient, en même temps que l'intervention de police, de mettre ces blessés le plus possible en sécurité. Ceci a conduit à quelque chose que les militaires connaissent, c'est-à-dire la création de nids de blessés, c'est-à-dire des endroits où les blessés se réfugient et où on essaye d'aller les prendre en charge en attendant que la situation soit contrôlée d'un point de vue policier ou d'un point de vue militaire. Ce qui veut dire que pour l'atteindre, il faut franchir des axes de tir, ce qui n'était pas simple. Et d'autre part, pendant que ceci se produisait, il y avait aussi une prise d'otage, toujours en cours, avec des centaines de personnes coincées à l'intérieur du théâtre. Et donc, un potentiel d'aggravation de la situation, alors qu'il y avait déjà de nombreux blessés graves qui s'étaient extraits ou qui avaient été extraits de ce théâtre, eh bien, la situation pouvait aller très très loin. Et pendant environ 3 heures, on a continué à prendre en charge les victimes. Vous voyez qu'on n'est plus là dans le cadre d'une chaîne de soins très courte qui amène des patients à l'hôpital immédiatement. Les patients étaient dégagés au fur et à mesure qu'il était possible de les atteindre. Nous avons donc utilisé une technique qui était différente de celle que nous avions fait dans les autres rues, c'est la mise en place d'un poste médical avancé, PMA. Ce poste médical avancé regroupe les victimes, permet de les mettre rapidement en condition, d'avoir une évaluation
des lésions et les orienter vers des hôpitaux qui sont adaptés à leur prise en charge et qui permettent de ce fait de les traiter rapidement dès leur arrivée. Voilà l'intérieur d'un poste médical avancé. Vous voyez qu'on récupère un café, qu'on met sur une table à victime, on l'examine, on la perfuse, on met en place les différents éléments de traitement, et puis ensuite, dans ce coin-là, vous avez les ambulances qui sont garées, les ambulances de réanimation du SAMU. Nous avions assez d'équipes, je reviendrai sur ce point, pour que tous les blessés graves qui étaient vivants puissent avoir une équipe médicale qui s'occupe d'eux au Bataclan. Et juste en face, eh bien, vous mettez les blessés plus légers, ici dans la rue, et donc un autre restaurant, celui-là japonais. Le choix est assez arbitraire, c'est les plus graves au plus près, bien entendu, et on ne regarde pas autre chose dans cette affaire. Mais je voulais vous montrer cette photo, qui est la seule photo qui a été faite par un membre du SAMU pendant la nuit. Celle-là nous appartient totalement, les autres, on les a retrouvées dans des sources d'informations sur Internet, mais celle-ci, elle est assez impressionnante, parce que vous voyez ici, tout le monde est couché. On ne fait pas la sieste. Il y a une couche de victimes et une couche de secouristes et de médecins du SAMU. En effet, on est ici à l'intérieur du PMA, et devant le PMA, il y a eu donc un pack de tir, et la police, immédiatement, a crié « tout le monde à terre, cachez-vous ». Et il y a eu aussi une voiture qui a forcé le dispositif, on a cru que c'était une voiture piégée qui aurait pu exploser au milieu des sauveteurs, ce qui est une technique assez connue dans ce domaine. Le Bataclan a donc été un endroit très difficile qui a nécessité d'adapter les plans qui étaient prévus pour évacuer les victimes, mettre en place un poste médical avancé, mais aussi garder des moyens disponibles. Car s'il y avait eu 100 victimes de plus à cet endroit-là, et 100 victimes de plus n'était pas une hypothèse farfelue, loin de là malheureusement, eh bien les destinations hospitalières, les endroits où on pouvait les soigner ce soir-là, commençaient à être sérieusement occupés, et donc il fallait garder des hôpitaux en réserve, et il fallait aussi éventuellement prévoir que la situation devienne tellement grave qu'elle ne soit pas gérée que par la région Île-de-France, mais par les régions voisines, et le ministère de la Santé a donc mis en alerte nos voisins qui étaient prêts, par voie héliportée, à nous envoyer des équipes et à prendre des victimes pour les amener dans ces hôpitaux. Le SAMU de Paris intervient sur le terrain, c'est les équipes SMUR, c'est là où nous intervenons avec les pompiers, mais nous sommes aussi la cellule de régulation, c'est-à-dire d'organisation à la fois des moyens et des transports. Et de ce fait, eh bien, voilà exactement la photo qui est au SAMU de Paris, dans une salle qui est réservée à cet effet. Et c'est dans cette salle que l'on décide quels sont les SAMU qui renforcent les autres. Je vous rappelle l'idée, Paris est découpé en grands quartiers, mais c'est en fait toute la région Île-de-France qui est découpée de cette façon. Et les différents SAMU, il y en a 8 en région Île-de-France, et la brigade des sapeurs-pompiers s'appuient mutuellement, se renforcent mutuellement, avec un mouvement très simple, c'est que d'abord ceux de proximité s'investissent, et ceux qui sont plus loin se rapprochent et sont engagés au fur et à mesure, non pas à l'aveuglette, mais à l'endroit où c'est nécessaire, de manière précise, et ils sont orientés. Nous avons eu ce soir-là 45 équipes médicales sur le terrain. C'est le plus grand chiffre que nous n'ayons jamais fait dans ce domaine, et nous avons eu très clairement dans ces équipes des gens de toute la région de France, avec un mouvement qui a été bien identifié. Pour gérer tout ça, nous avons gardé aussi des moyens en réserve, et nous avons gardé des moyens pour le quotidien, 3 infarctus de myocarde, dont une angioplastie, en moins de 90 minutes, pendant la durée des attentats. C'est un point important qui montre que nous n'étions pas totalement dépassés, bien loin de là, en termes de possibilités médicales. Comme vous voyez, nous avons des moyens informatiques très puissants au SAMU de Paris, qui nous ont beaucoup servi cette soirée, et qui ne tombent jamais en panne. C'est un gros avantage. Et nous avons aussi donc des cartographies précises qui nous permettent de tenir, une fois dans les rapports et lorsqu'on les publie, des raisonnements tout à fait clairs, qui sont parfois un peu plus embrouillés quand vous les photographiez au moment où l'opération est terminée. Et vous verrez, mon nom apparaît par exemple dans cette liste comme ceux qui étaient présents et responsables de sites. Mais tout ceci, même si ça paraît un peu rustique, ça permet d'avoir la bonne information au bon moment, de la gérer correctement. Et maintenant que nous avons montré le besoin de ces éléments-là, je ne doute pas que les autorités qui nous gouvernent nous faciliteront l'accès à des moyens du XXIe siècle, ceux du XIXe siècle, et l'ont montré toutes leurs compétences dans ce domaine. Voilà. Maintenant, avant de conclure, je vais vous expliquer quelques mots sur 2 points. Premièrement, la fin de nuit est très compliquée puisqu'on ne sait pas s'il va y avoir d'autres attentats. Et comme vous le savez, il y en avait d'autres prévus qui n'ont pas eu lieu. Il y en avait un dans le 18e. Il y en avait probablement le lendemain un autre qui était prévu dans un grand centre commercial. Donc garder des éléments en réserve était une nécessité qui s'est confirmée a posteriori. Vers 5h30 du matin, on a réarmé tous les véhicules de secours de la région Île-de-France pour être prêts à repartir immédiatement, et les équipes qui étaient en réserve sont venues remplacer les équipes qui, comme moi, avaient été investies sur le terrain à ce moment-là. Et le plan blanc des hôpitaux, le plan de mobilisation maximum, dont je vais dire un mot après, a été maintenu pendant 2 jours, tant que des patients étaient opérés des suites immédiates de cet attentat terroriste. Il faut maintenant aussi que vous sachiez que le matin même,
le vendredi 13 à 9h du matin, nous avions préparé un exercice qui s'est réalisé pendant 3 heures, dont le sujet était 4 groupes de tireurs dans la ville de Paris font 66 morts et 74 blessés, dont 48 urgences relatives. Lorsque mes adjoints m'avaient présenté ce scénario, j'avais dit, vous exagérez peut-être un peu. Bah, finalement, non. Et donc ceci nous a permis de tester notre dispositif zonal, puisque la région Île-de-France est une zone de défense. Nous travaillons avec les 8 SAMU et l'ensemble des moyens des préfectures correspondantes. Et ceci a permis, très clairement, le soir d'être parfaitement rodé avec l'idée d'utiliser une partie des hôpitaux. Quelque part, ça nous a rendu service puisqu'on était très, très investis dans la réalisation de ce plan. Ça a donné aussi, eh bien, il faut bien avoir un tout petit trait d'humour dans des circonstances aussi graves. Mais certains chirurgiens qu'on a eu au téléphone ce soir-là nous ont dit, écoutez, le SAMU, on vous aime bien, mais vous arrêtez de jouer le soir-là. Vous avez joué toute la matinée, vous arrêtez maintenant. Ça marche. On leur a dit, non, là, c'est plus pour jouer. Ah bon. Effectivement, exercice et attentat le même jour, ça, c'était pas prévu. La mobilisation était exceptionnelle. Dans les hôpitaux, dans les SAMU, dans les SMUR, mais dans tous les personnels, aussi bien les secouristes. Avec les pompiers de Paris, nous avons eu donc plus de 60 équipes mobilisées, c'est énorme, et les hôpitaux se sont adaptés très vite. Certains par nécessité, comme l'hôpital Saint-Louis ou l'hôpital Saint-Antoine. C'est pas souvent qu'on fait de la chirurgie thoracique à l'hôpital Saint-Louis. Ça fait même longtemps qu'il n'y en a pas eu. Eh bien, il y en a eu cette nuit-là. Parce que comme les victimes étaient là, il était plus simple de faire venir des chirurgiens de l'assistance publique, ceux de Bichat en particulier, pour renforcer les équipes de Saint-Louis, plutôt que de retransférer des patients qui étaient en état grave. Saint-Antoine a fait de l'orthopédie comme 2 fois plus qu'un jour de semaine pendant cette nuit-là. La Pitié-Salpêtrière a ouvert 10 blocs opératoires et a pris parmi les patients les plus graves, de même que la Riboisière, de même que d'autres hôpitaux qui sont des gros centres de traumatologie, qui ont l'habitude, eux, de faire ça. À 6h du matin, la Pitié-Salpêtrière a fait un prélèvement multi-organes, puisque c'est le thème de la session aujourd'hui, parce qu'il n'y avait aucune raison de repousser un prélèvement multi-organes, alors que la situation des attentats commençait à être gérée. Donc vous le voyez, l'organisation hospitalière était importante, et ces hôpitaux ont appliqué le plan blanc, avec la transformation de la salle de réveil en unité d'accueil des blessés graves, et avec un dispositif de marche en avant et d'utilisation de toutes les ressources de l'hôpital. D'autres hôpitaux ont été gardés en réserve. Ceux-là m'en veulent énormément. J'avais pas beaucoup d'amis avant, j'en ai encore moins. Parce que quand vous êtes en réserve avec un événement de cette importance, vous vous sentez terriblement frustré, mais c'est absolument nécessaire, et je n'ai aucun regret, parce que vous l'avez bien compris, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Le détail des patients hospitalisés est maintenant connu, je vous l'ai dit, c'est assez impressionnant, parce que, vous voyez le nombre d'hôpitaux qui ont reçu des victimes, il y a eu quand même de très nombreux blessés dans les hôpitaux civils comme dans les hôpitaux militaires, avec des techniques de prise en charge différentes, mais qui ont permis de commencer à réfléchir. Les hôpitaux militaires ont pris 52 blessés, Percy et Bégin. L'assistance publique, on a pris pas loin de 300. La Pitié-Salpêtrière, on a pris 53, c'est le plus gros score, mais les autres sont pas loin derrière. Par exemple, la HEGP a pris 41 victimes, dont de très nombreuses victimes graves. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers résultats montrent que la mortalité des patients qui ont été admis dans les hôpitaux est faible. Elle est faible, c'est-à-dire que en gros, il y a 1,5% des patients qui sont morts dans les suites de leur prise en charge, avec probablement un effet important de la qualité et de la rapidité de cette prise en charge, et une loi un peu du tout ou rien, c'est-à-dire que ceux qui sont morts sur le terrain n'étaient pas accessibles au traitement. L'analyse de tout ceci est en cours et donnera lieu à de nombreuses autres publications dans lesquelles les services de chirurgie sont plus qu'impliqués, puisque tous ces actes qui ont été pratiqués vont être disséqués, analysés, vont nous permettre d'avancer. Mais nous avons, en plus de cette analyse, beaucoup de points qui ont donné satisfaction, que nous avons répétés, et beaucoup de points qui peuvent être améliorés sur notamment la protection des équipes, l'extraction des victimes dans des circonstances que nous n'avions pas prévues aussi importantes, et l'informatique, les communications, l'identification des victimes qui a été un enfer. Parce que lorsque vous avez une fusillade et que vous fuyez, vous laissez tout, vous laissez votre veste, vous laissez vos papiers, et si vous êtes gravement blessé, vous n'êtes pas capable de donner votre identité. Et ceci, vous le savez, a été quelque chose de très pénible pour de nombreuses familles qui non seulement étaient endeuillées, mais ont mis beaucoup de temps à comprendre ce qui s'était passé. Ce contexte était très psychotraumatisant, bien entendu pour les familles, les victimes, mais aussi pour les équipes. Nous n'avions pas préparé nos équipes à autant de violence, à prendre en charge de nombreux blessés, oui. On a fait 3 exercices de fusillade pendant l'année. Nous avons répété plusieurs fois dans des ateliers les gestes qu'il fallait faire, en temps et heure. Mais jamais personne n'aurait pensé à autant de violence extrêmement gratuite, enfin, gratuite au sens pour laquelle elle paraissait extrêmement simple, réalisée sans aucune arrière-pensée. Et il y a eu donc, pour des jeunes médecins, aussi bien à l'hôpital,
dans les services qui ont pris les patients que sur le terrain, une découverte d'une réalité qui était extrêmement dure. Nous avons eu aussi un médecin qui a été tué, un médecin du centre 15, qui s'est trouvé parmi les victimes, ce que nous avons découvert après. Et vous le savez, le bilan est absolument horrible, 134 morts, 356 blessés. On n'a jamais connu un attentat aussi grave dans la région Île-de-France, sur le territoire national, voire même en Europe, puisqu'en termes de blessés graves, il est supérieur aux attentats qui avaient été dans les autres capitales. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci, Monsieur Carli. Je vous propose d'ouvrir à la discussion. Quelqu'un veut poser une question, faire un commentaire? Michel Germain. Oui. Merci, Président. Compliment, Monsieur Carli, pour cette magnifique exposition. J'ai une question simple. Quelle est la place de la chirurgie de guerre par rapport à la chirurgie des CHU? Alors, Monsieur Germain, cette discussion est extrêmement importante et la discussion donc est très ouverte avec les hôpitaux militaires, puisque vous le savez, les hôpitaux militaires ont l'habitude de prendre des blessés par arme de guerre, balles de Kalachnikov. C'est pas le plus mauvais, paraît-il, encore de balles, mais enfin le sujet est quand même extrêmement déjà grave en termes de lésions. Et donc, pour les militaires, la situation est simple. Les blessés en état hémodynamique instable ont une chirurgie de damage control précise, consistant à faire l'hémostase et quasiment point barre. Rétablir la continuité digestive si c'est nécessaire. Peu de réanimation, la réanimation visant à maintenir la perfusion des organes et pas plus, et à traiter les troubles de coagulation pour évidemment participer à l'hémostase. C'est ça le sujet. C'est donc une chirurgie qui est limitée à l'essentiel et qui ne tient pas compte des lésions périphériques, de tout un tas de chirurgies longues et compliquées pour réaliser un acte le plus court possible et prendre un nouveau blessé sur la table. C'est ce qu'ont fait les hôpitaux militaires. Et donc, ils ont appliqué non seulement le règlement, mais surtout, ils ont l'habitude de faire, les chirurgiens sont formés. À l'assistance publique, les chirurgiens ne sont pas formés à cette technique-là. Par contre, on peut travailler à plusieurs équipes. Donc, il y a eu deux techniques qui ont été comparées, en fait, je dirais de manière spontanée. Chirurgie de guerre avec reprise des patients dans les heures qui suivent, versus chirurgie en un temps par les équipes civiles qui ont l'habitude de travailler en un temps, y compris sur des blessés graves. Et donc, ces deux éléments nous font réfléchir parce que, même s'il y a eu énormément de victimes, les moyens de l'assistance publique n'ont pas été dépassés. On a même gardé des hôpitaux en réserve. Aurons-nous les moyens d'être toujours dans un rapport de force qui nous est en partie favorable? Ça n'est pas sûr. On était un vendredi soir. Vendredi soir, tout le matériel est stérilisé dans les hôpitaux, on prépare déjà le lundi matin. Il n'y avait personne dans les blocs opératoires, et vendredi soir, tout le monde n'est pas parti en week-end ou n'est pas égayé dans la capitale. Donc notre potentiel de rappel était très important. Est-ce que ça sera le cas en semaine? Est-ce que ça sera le cas dans d'autres circonstances? On ne sait pas. Donc déterminer ce curseur, M. Germain, est une vraie question d'organisation chirurgicale. Et vraisemblablement, il y aura là matière à réflexion et à analyse précise des résultats. Jean-Louis Ribardière. Alors tout d'abord, je dois porter un grand hommage, d'une part à vous, et puis à l'ensemble des collègues qui ont travaillé pendant si longtemps à l'assistance publique sans avoir les moyens que vous avez maintenant. À titre d'exemple, vous parliez de l'hôpital Saint-Louis. En 1969, j'étais chirurgien de garde en viscéral, j'étais un assistant de Jacques Mialaret, et j'ai reçu 2 motards de la gendarmerie qui avaient été mitraillés. Ils avaient été vraiment mitraillés. Un des 2 est arrivé, il était déjà mort, avec des plaies thoraciques multiples. L'autre, heureusement pour lui, n'avait que des lésions abdominales. J'y ai passé toute la nuit avec toute l'équipe pour le sortir d'affaire, mais je dois dire que nos moyens étaient ric-rac à cette époque-là. Aucune exploration possible. Et puis si j'avais eu des problèmes, par exemple, de thoracique, il n'y avait pas de chirurgien, comme vous l'avez remarqué à cette époque-là, à Saint-Louis. Je suis allé après à Bichat, mais là c'était trop tard. Je voulais simplement dire que ça va dans le sens de la question qui a été posée par notre ami Germain, à laquelle question vous avez parfaitement répondu, avec d'ailleurs en prévention tout à l'heure un peu d'humour à propos de nos systèmes politiques qui ne prévoient peut-être pas toujours très bien. En 2009, j'étais secrétaire général ici même, et le président de l'époque, qui était Philippe Vichard, qui est malheureusement décédé au mois de juillet, s'était considérablement préoccupé de ce qu'on appelait les trauma centers. On en avait d'ailleurs beaucoup parlé au MEDEC à la porte de Versailles, et c'est un sujet qui l'intéressait considérablement. On a fait d'ailleurs une publication avec les différents hôpitaux militaires de campagne du monde entier. La France n'était pas en premier rang, bien sûr, parce qu'elle n'avait pas les moyens des États-Unis, mais elle n'était pas si mal placée que ça.
Et alors, nous avions décidé de faire une séance commune, comme tous les ans, au mois de juin, au Val-de-Grâce, le 4 juin très exactement. Et je rappelle le titre qui a été de la 4e communication, jeudi 14 juin 2008. Émeute urbaine et afflux massif, un nouveau profil de blessés. Vous voyez tout à fait la question que les militaires se posaient. Je sais par mon ami Georges que Jean-Louis Payet a fait une communication sur ce sujet-là. Je sais que les militaires, il y en a ici, il y a le général Minet, étaient déjà conscients de ce problème-là, c'est-à-dire de la nécessité de pouvoir recueillir dans une structure massive à toutes les spécialités et tous les moyens de diagnostic. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, aucune conclusion et pas de fait pratique. Alors, est-ce qu'on peut discuter sur ce sujet-là, en particulier à propos de ce que disait tout à l'heure le général Minet, est-ce que c'était très opportun de fermer le Val-de-Grâce? Enfin, tout ça, ce sont des questions qu'on peut poser maintenant. Bon, c'est plus un commentaire non, qu'une question. Ce qui nous a été présenté, ce qui nous a été présenté, pardon, est très rassurant. Et moi, je trouve que on doit être fier à l'assistance publique, c'est vrai, d'avoir eu une telle organisation, une telle efficacité face à une situation aussi dramatique et terrible. Maintenant, on dit, et au plus haut niveau, que le risque est toujours là. On dit même, et c'est encore plus terrible, que ça peut être encore pire. On parle d'armes de destruction chimique ou autres. Alors, ma question, est-on prêt? Si quelqu'un vous dit qu'il est prêt à affronter une attaque terroriste, soit c'est un inconscient, soit c'est un menteur. Est-ce qu'on est préparé? La réponse est oui. Est-ce qu'on se prépare tous les jours un peu plus? Et comme vous l'avez compris, cet événement gravissime n'a pas été une véritable surprise. Bien sûr, on ne savait pas où et quand, mais l'ensemble des SAMU en France savait que ça pouvait se produire. Et donc nous avons depuis 3 ans travaillé spécifiquement des prises en charge et des organisations nécessaires. Et nous l'avons fait avec l'ensemble des services publics. Donc quelque part, il faut avoir un temps d'avance. Un temps d'avance en termes médicaux. Il faut avoir un temps d'avance en termes d'organisation de nos hôpitaux et de nos équipes. Et je vous rappelle que notre rôle dépasse largement celui de soignant. Si nous ne sommes pas en avance et si nous ne sommes pas organisés, ce que le terrorisme cherche, c'est-à-dire essentiellement la désorganisation, le chaos et la peur généralisée, prend tout de suite le pas. Nous sommes une ligne de défense forte. Vous évoquez les événements NRBC, c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de parler des choses que nous n'avons pas vécues. Monsieur Bismuth, vous me connaissez. Mais je peux vous dire que ce sujet n'est pas traité à la légère, loin de là. Et très clairement, aucune hypothèse ne peut être considérée comme étant soit écartée, soit farfelue. Très clairement, il y a de nombreux scénarios. Je peux vous dire aussi qu'on n'est pas seul. Il y a des gens dont c'est le métier de s'informer, qui non seulement nous tiennent au courant, mais aussi nous aident à préparer, et que les moyens de l'État, on évoquait tout à l'heure le fait qu'on ne les a pas toujours, d'une manière assez intéressante dans ces cas-là, ça se passe plutôt bien. Général Minet. Oui, je crois que ce n'est pas la peine de revenir sur la stratégie et la tactique de la prise en charge de ces blessés qui a été parfaite, et on vous doit sûrement, et pour une très très grande part, cette perfection. Deuxièmement, c'était à Paris, avec des hôpitaux à proximité, ce qui fait que progressivement, vous avez mis en alerte, au fur et à mesure des besoins constatés, évacués sur le terrain, les besoins dont vous estimiez qu'ils étaient nécessaires. Ce qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, au moment où le service de santé voit sa légitimité remise en cause, c'est ce qu'il a l'habitude d'évoquer, la spécificité de la prise en charge des blessures de guerre. Ici, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'il s'agissait de blessures par balle. Et pas par balle de haute vélocité, vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, mais de balles, j'allais dire, classiques, avec des vitesses initiales relativement modestes, et qui n'ont
Pas grand-chose à voir, effectivement, avec des balles beaucoup plus petites, mais qui ont une vélocité proche de 1000 mètres secondes. Ces blessures que vous avez prises en charge, il serait intéressant maintenant de faire le débriefing de tout cela et de savoir comment elles ont été véritablement prises en charge, compte tenu du fait que beaucoup de blessures qui étaient des blessures abdominales, thoraciques ou céphaliques n'ont pas résisté. Ce sont plutôt les blessures des membres, j'imagine. Vous savez, je regrette ici d'être le seul des militaires. Je suis le sélacanthe des hôpitaux militaires, ou presque. Donc, je regrette que beaucoup de mes collègues n'aient pas saisi cette opportunité de venir discuter. Ils ont une expérience beaucoup plus récente que la mienne. Mais il sera intéressant de voir si vraiment le service peut toujours se prévaloir d'une certaine spécificité qui, je crois, peut rester intéressante en cas de blessure par éclat. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre ça en face de l'hyperspécialisation progressive de nos collègues chirurgiens. Le jour où vous aurez un spécialiste du 5e orteil gauche et qu'il y aura devant lui un patient sur lequel il faut faire une thoraco-phrénolaparotomie, est-ce que vraiment les choses se passeront rapidement, bien, dans de bonnes conditions, comme ça semble avoir été le cas, et je m'en réjouis aujourd'hui. Voilà. Donc c'est la question que je pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir un petit peu, surtout nos collègues civils, puisque nous sommes les seuls à entretenir un petit peu ce que je souhaiterais ne pas être une fiction, cette idée que finalement l'hyperspécialisation peut un jour ou l'autre, compte tenu des circonstances, et malheureusement celle-ci en est une, poser des difficultés particulières. Enfin, et ça c'est une impression tout à fait personnelle, moi ça m'agace un petit peu le damage control. Ça m'agace un petit peu parce qu'il me semble que dans les antennes chirurgicales, et je les ai connues, nous en faisions déjà un petit peu, puisque qu'est-ce que nous devions faire ? On avait trois types de malades dont nous étions impérativement obligés de nous occuper, les hémorragiques, les détresses respiratoires aiguës et les crâniens. Et les autres on évacuait. Alors bien sûr, la triade de Moore est venue se greffer là-dessus, mais enfin il me semble que ce terme de damage control dont on a aujourd'hui un petit peu auquel on fait référence souvent, on aurait pu peut-être, comme M. Jourdain, penser qu'on en avait fait un petit peu avant même qu'on le dispense. Je peux faire un commentaire ? Vous avez une réponse courte ? Oui, une réponse très courte. Merci, Général. Premièrement, vous avez parfaitement raison. Le damage control est revenu par la porte anglo-saxonne alors qu'il était parti d'Europe et en particulier de France. Vos collègues du SSA qui sont extrêmement présents sur ce sujet avec les médecins civils. Et l'ensemble de ce que nous avons fait, les protocoles de prise en charge, a été fait avec les médecins du SSA, certains étant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais aussi dans les hôpitaux militaires, d'après les expériences de terrain. Effectivement, ce n'était pas du 556 à haute vélocité, heureusement d'ailleurs, parce que les lésions étaient encore plus graves, mais c'était quand même des blessés de guerre qui nécessitaient une adaptation des techniques civiles. Et à l'heure actuelle, il faut être très clair, nous travaillons énormément avec le service de santé des armées sur la mise au point, notamment des modules de formation. Vous avez évoqué la province. Le problème en province est important parce que les distances sont beaucoup plus importantes et les zones qu'il faudra mobiliser pour prendre en charge ces victimes seront beaucoup plus importantes. Et les modules de formation sont produits par principalement les médecins de l'assistance publique du service de santé des armées et ils circulent déjà dans bon nombre de régions où les SAMU aussi partagent les protocoles que nous avons mis en place. Donc tout ceci est extrêmement ouvert, et croyez-moi, le général de Beaune, qui est le directeur central actuel du service de santé des armées, a fait valoir la place des médecins militaires dans ce sujet qui n'est pas un sujet civil. Malheureusement, la guerre n'est plus l'apanage des militaires, vous le savez. Il y a les opérations extérieures, mais nous sommes dans un dispositif hybride de guerre dans lequel il y a un front intérieur, et des chirurgiens civils qui, comme les anesthésistes réanimateurs et les médecins d'urgence, vivaient plutôt dans des spécialités. Vous dites, nous on fait beaucoup plus d'infarctus du myocarde que de traumatologie, il faut être clair, comme urgence. Eh bien, il y a une réorientation progressive de nos priorités en fonction des besoins de la population. Dernière question. Allez-y. Oui, François Dubois, il faut bien sûr vous féliciter pour votre remarquable travail. J'ai deux questions à vous poser. La première, vous avez dit que vous ne touchiez pas aux morts pour ne pas gêner l'enquête judiciaire. Mais pour se rendre compte qu'ils étaient morts, il fallait peut-être de temps en temps les mobiliser. La deuxième question, c'est à propos de votre doctrine sur le transfert des blessés.
Vous avez dit qu'il faut aller le plus vite possible à l'hôpital, ce qui est évident, mais il y avait une doctrine autrefois, vous ne transportiez que des malades réanimés. Oui. Alors, où en êtes-vous? Alors, c'est une excellente question. Premièrement, effectivement, on bouge un peu les morts pour savoir s'ils sont morts. Mais après, on ne les déplace pas parce que l'enquête de police judiciaire antiterroriste est extrêmement importante. C'est à partir de cette enquête qu'on peut arrêter les terroristes. Donc, il ne faut surtout pas la perturber. Elle fait partie de la prévention de la suite. Alors, attention, je n'ai pas dit qu'on ne réanimait plus les gens et qu'on les transportait vite et qu'il n'y avait plus besoin de médecins. Bien au contraire. C'est une réanimation qui est fine et qui porte sur des paramètres qui sont maintenir la conscience, maintenir une hémodynamique à un niveau permissif, mais la maintenir. Donc il ne s'agit pas de laisser dériver la situation, mais au contraire l'adapter à un objectif chirurgical, une réanimation qui ne serait pas la même chez des blessés avec des traumatismes fermés, où la pression de perfusion cérébrale dans le traumatisme crânien guide la réanimation. On n'est donc pas dans le même contexte. Le deuxième point très important, c'est qu'il ne s'agit pas de les amener n'importe où. Bien sûr, l'hôpital de proximité, on ne peut pas y échapper si la victime y est allée toute seule. Mais les blessés graves, en particulier thoraciques et abdominaux, qui ont survécu, et ça arrive, ils ont besoin d'équipes chirurgicales qui sont entraînées à la chirurgie correspondante. On évoquait les trauma centers, effectivement, c'est souvent dans ces endroits-là qu'on trouve ces équipes, souvent pluridisciplinaires, mais qui, par leur pluridisciplinarité, compense l'hyperspécialisation qu'on peut trouver chez certains chirurgiens, puisque là, on va pouvoir avoir 3 équipes chirurgicales, alors que nos collègues du service de santé des armées font tout seuls quand ils y sont. Donc voilà les éléments de prise en charge. On réanime toujours les victimes, on les réanime différemment, on les réanime dans un objectif thérapeutique qui n'est pas exactement le même de celui des traumatismes fermés. Très bien. M. Cardi, je me lève pour vous renouveler mes félicitations et vous remercier d'avoir accepté de nous relater ces faits et votre expérience à propos de ces événements tragiques. Je profite également de l'occasion pour remercier Michel Germain qui a été un rouage extrêmement efficace pour permettre cette réalisation.